je suis très content d'être à Narbonne parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, à laquelle je suis très attaché familialement et puis par un tas d'autres liens, dont des liens du travail qui sont venus renforcer les liens familiaux. Je pense que j'ai fait peut-être le film Le Temps des Amoureuses pour avoir quelque chose de concret à faire à Narbonne, pour pouvoir nourrir mon attachement à cette ville. Et voilà, sinon, bon... Vous y avez été spectateur dans les cinémas? Non, mais en fait, je suis né pendant les grandes vacances. Donc, je suis né à Narbonne pendant les grandes vacances, mais mes parents étaient déjà partis. Mes parents étaient déjà déracinés. Quand ils étaient jeunes profs, ils étaient allés dans le centre de la France parce que tout simplement, c'est là où on leur offrait 2 postes. Et donc, après avoir vécu toute leur jeunesse ici, ils sont allés dans le centre de la France et ils sont plus jamais revenus, si ce n'est que mes grands-parents habitaient ici, qu'on a toujours un appartement à la mer ici. Donc, on vient l'été. Mais donc, j'ai pas nourri véritablement ma cinéphilie ici. Et le film de Jean Eustache, Mes petites amoureuses, si on démarre tout de suite par ce premier extrait, comment l'avez-vous et quand l'avez-vous découvert? Mais je le passe après que vous répondiez. D'accord. Bon, je l'ai découvert tout bêtement à la télé, hein, il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, ouais. Un peu plus de 30 ans. Je pense que c'est un film qui est assez rare aujourd'hui, qui n'est plus tellement passé à la télévision depuis, mais à l'époque, ce film est passé un soir. Moi, j'avais une toute petite télévision noir et blanc, et j'ai vu ce film sans savoir ce que c'était, puisque je l'ai pris en cours. Et il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que j'ai été tout à fait accroché par le film, sans comprendre que c'était Narbonne, sans comprendre que c'était quelque chose qui me touchait. Mais en fait, c'est ce personnage, hein, le personnage de Daniel qui m'a touché beaucoup. Et voilà, j'ai regardé ce film. Après, j'ai appris l'histoire de ce film et c'est devenu un de mes films de chevet, comme ça. Et bon, je nourrissais un attachement avec ce film. C'était quand même un film vers lequel je suis allé quand j'ai fait No Pasaran Album Souvenir, qui est un film que j'ai terminé en 2003. En 2002, je pense, au moment de faire le montage, je cherchais quelque chose de très lent. Enfin, on va voir le film ce soir, c'est un film très lent. Je cherchais une sorte de rythme. Et le film auquel je pensais, curieusement, c'est Mes petites amoureuses de Jean Eustache, alors qu'en fait, moi, je fais un cinéma documentaire qui n'est pas du tout un cinéma de fiction comme le cinéma de Jean Eustache. Mais bon, tout à coup, ce film-là est apparu comme une piste de travail. Alors, je travaillais avec une monteuse à ce moment-là qui par hasard, avait enregistré le film lorsqu'il était passé à la télé des années plus tôt. Et elle m'a donné le film et j'ai commencé à revoir ce film que j'avais pas vu donc depuis très longtemps. Et j'ai fini No Pasaran. Et quelques temps plus tard, j'étais à Narbonne et au hall de Narbonne ici, aux vacances de Pâques. Tout à coup, j'ai aperçu quelqu'un qui mangeait tout près de nous et qui ressemblait à Jean Eustache. Ou en tout cas, mon fantasme, l'histoire qui a commencé à se mettre en route comme ça, c'était que ce personnage ressemblait à Jean Eustache. Et comme on était à Narbonne et que j'étais très habité par ce film de Jean Eustache, j'ai franchi le pas d'aller voir cet homme et de lui demander de lui dire qu'il ressemblait à Jean Eustache. Et en fait, j'avais envie dans cette rencontre comme ça, je crois que ce qui se jouait, c'était est-ce que ce personnage saura même qui est Jean Eustache? Est-ce que ce personnage me répondra oui, je sais, je ressemble à Jean Eustache ou pas? Et puis voilà, ça a été le début de ce film. L'homme qui ressemblait à Jean Eustache, il était accompagné, il mangeait avec un autre homme. Et l'autre homme, c'était ce jeune homme, le jeune homme de gauche. Et donc, quand il m'a entendu parler de Jean Eustache, il a tout de suite dit à son ami, mais c'est vrai, tu ressembles à Jean Eustache.
Et là, il m'a dit, mais moi, je l'ai connu, Jean Eustache, j'ai même joué dans son film, Mes petites amoureuses. Et là, on a commencé tous les deux à parler du film. Et moi, j'avais besoin, je le reconnaissais pas en fait. Donc, j'avais besoin de savoir quel adolescent il était dans le film, puisque le film présente un groupe d'adolescents comme ça. Et donc, Hilaire, ce personnage, m'a dit, bah, moi, je suis l'adolescent qui fait ceci, qui fait cela. Alors moi, je lui ai dit, celui qui dit ça, etc. Là, il m'a repris sur les dialogues parce que je citais pas les dialogues exactement. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un très grand attachement à ce film, et surtout lui, bien sûr. Et il m'a dit que depuis 30 ans qu'il avait joué dans ce film, il y repensait chaque jour. Qu'il avait pensé chaque jour à ce film depuis 30 ans. Et donc, on a mangé. Ils avaient fini, nous aussi. Donc, on a bu le café, peut-être. On a parlé 1 heure, comme ça, de cette rencontre qu'il avait eue avec Jean Eustache 30 ans auparavant. Et à la fin, on a échangé nos adresses. Et moi, quand je suis parti à Paris, après, je lui ai envoyé une cassette VHS, c'était il y a longtemps, une cassette VHS d'un film que j'avais fait. Je lui avais pas dit que je faisais des films à ce moment-là. Je lui ai envoyé une cassette, il m'a pas répondu. Et puis, 1 an après, Nos Passarans album souvenir est sorti. Et là, il m'a entendu parler du film à la radio. Et il m'a écrit une lettre et il m'a dit qu'il n'avait pas pu m'écrire auparavant. Moi, j'avais cru que ma cassette s'était perdue, la cassette VHS que j'avais envoyée. Et puis, il m'a dit, je pouvais pas... quand j'ai reçu ta cassette, je suis retourné au hall de Narbonne pour retrouver JP, le copain que tu avais pris pour Jean... Enfin, que je savais bien que Jean Eustache était mort depuis longtemps, que je ne l'avais pas pris pour Jean Eustache, mais j'avais trouvé qu'il lui ressemblait. Et il m'a dit, je voulais voir ton film avec JP. Et puis là, le jour où il va au hall avec l'accès dans le film, il apprend que cet ami est mort. Et donc, il ne me répond pas, il laisse passer 1 an, et c'est après la sortie de Nos Passarans qu'il m'écrit et il me dit, voilà, maintenant le deuil de cet ami a assez duré, donc je voudrais qu'on se voie pour parler des coïncidences, y compris des coïncidences qui faisaient que sa famille était issue de l'histoire que j'avais racontée avec Nos Passarans, puisque sa famille venait d'Espagne et s'était réfugiée en France en 1939, au moment de la retirade. Et donc, on a commencé un film avec Hilaire, et ça a duré 6 ans, je crois. Et je pensais qu'Hilaire serait dans la salle, là, mais non, il est sur l'écran, mais... Il viendra peut-être à 18h30. Il viendra tout à l'heure, oui. Peut-être. Ouais. Quel lien vous avez conservé aujourd'hui avec ces personnages que vous avez filmés, qui ont été si liés à Jean Eustache ? Bien, on est amis, quoi. On va dîner ensemble ce soir. J'espère que vous dînerez avec nous. Avec plaisir. Après la projection. Vous êtes tous conviés. Hilaire sera là. Oui. Bon, souvent, quand on fait un film documentaire, en fait, on se retrouve assez rapidement à faire le film avec les personnages. C'est-à-dire que les personnages sont bien sûr très impliqués dans le film, puisque c'est de leur vie dont il s'agit, c'est leur expérience, c'est les protagonistes de l'histoire vraie qu'on raconte. Donc en fait, on travaille pendant des années comme ça ensemble autour de cette histoire que moi je découvre et que eux connaissent ou qu'ils redécouvrent, enfin qu'on réinvente ensemble, tant en termes d'écriture que en termes de faire remonter à la surface comme ça des choses, donc de découvrir aussi. Bon, voilà, tout ce travail fait qu'on finit par être amis et on finit par avoir quelque chose comme ça entre nous qui est un film, mais qui n'est pas qu'un film, qui est aussi l'ensemble des expériences qu'il y a eu durant le tournage de ce film et puis après, puisque par exemple ce film a été montré ici à Narbonne dans la grande salle de ce théâtre avec une soirée où Hilaire faisait un concert et le film était montré après, donc c'est un souvenir assez important pour nous. Puisque dans le film, en fait, le film part comme ça de l'idée
de reconstituer le collectif des adolescents qui ont joué, donc la bande d'Hilaire quand ils étaient ados, reconstituer ce collectif, se retrouver, enfin qu'ils se retrouvent et qu'ils évoquent cette mémoire. Et puis assez vite, c'est cette idée un peu idéale comme ça, elle se réalise, mais elle se réalise difficilement. Et il y a autre chose qui apparaît, c'est le désir au présent d'Hilaire de faire de la musique, d'enregistrer un disque, etc. Et finalement, c'est l'histoire que je suis, quoi. Donc on part de Stache, on part d'une histoire d'un film tourné 30 ans auparavant, et puis on arrive à quelque chose de très concret qui s'est finalement concrétisé dans la scène de ce théâtre au moment où Hilaire a fait ce concert, ce premier grand concert comme ça avec tous ces musiciens. Donc là, on est après le film, quoi. Quand j'ai fait ce film, l'idée que j'avais, c'était de m'en tenir aux cartes postales. Donc l'histoire du film, c'était d'être tombé enfant sur ces cartes postales qui m'avaient intrigué parce qu'elles se situaient dans le village de mes arrière-grands-parents, et qu'en même temps, il semblait s'y passer quelque chose de terrible dont j'avais jamais été informé. Donc, en fait, je suis parti comme ça des années plus tard dans cette enquête, et l'objet de l'enquête, le point de départ, c'était les cartes postales, et donc j'ai préféré collectionner ces cartes postales, chercher les cartes postales manquantes puisqu'elles étaient numérotées, et que donc il apparaissait d'après les numéros des 6 que j'avais qu'il m'en manquait une vingtaine. Donc je me suis dit, si j'ai les 20 cartes postales manquantes, ça va raconter l'histoire. Et bien sûr, j'aurais pu aller voir des historiens, j'aurais pu me faire expliquer toute cette histoire et faire un documentaire historique au sens classique. Mais d'ailleurs, ce film-là avait été fait. Il y avait un film qui s'appelait Les Camps du Silence de Bernard Mongiante, qui était un très beau film que je connaissais. Et donc, j'avais envie de faire un film qui n'était pas ce film-là, historique, avec des témoins qui rapportaient leur expérience, ni un autre film historique avec des historiens. Et il m'a fallu des années pour trouver finalement quelle pouvait être cette façon de faire du cinéma. Et en fait, ce que je raconte dans le film, c'est que j'ai fait une première tentative. À un moment, je suis allé vivre dans ce village près de Perpignan l'hiver, et j'ai commencé à faire des recherches aux archives départementales, et on voit une photo que j'ai prise à ce moment-là, etc. Mais assez vite, je me suis rendu compte que j'allais peut-être vers le documentaire, justement, qui n'était pas le film que je voulais faire. Et il a fallu attendre que je fasse Sur la plage de Belfast, c'est-à-dire que je me lance dans cette aventure un peu improbable dont vous avez très bien parlé tout à l'heure, et dont la vidéo a parlé aussi. Et là, en faisant ce film-là, et puis en faisant un autre film au Mali qui s'appelle Doula, une saison des pluies, là j'ai trouvé une manière de faire du cinéma qui était de ne pas se laisser entraîner uniquement au récit de l'histoire avec un grand H. C'était pas ma mission, je suis ni historien, ni journaliste. J'ai compris que ce que je pouvais faire, c'était raconter l'histoire à ma manière, et que donc il fallait que je m'en tienne à mon parcours. Et mon parcours à moi, c'était très modestement d'aller en Irlande rapporter un film trouvé à des gens pour parler de la guerre civile, d'aller au Mali chercher un homme que j'avais perdu de vue, que j'avais connu dans mon enfance et que j'avais perdu de vue et qui me manquait, ou d'aller à la recherche des cartes postales manquantes. Donc c'est ça pour moi, s'en tenir à l'histoire du film, mais ce qui n'exclut pas bien sûr de rencontrer la grande histoire. Mais dans ce film, on le verra ce soir avec le film, je rencontre la grande histoire quand la quête des cartes postales m'amène à rencontrer la grande histoire. C'est-à-dire quand finalement les collectionneurs de la grande histoire deviennent eux-mêmes les historiens de cette histoire. Et c'est eux qui racontent l'histoire, mais à partir aussi du moment où on se croise autour de ces cartes postales. En général, c'est une rencontre quand même. C'est un moment où quelque chose se passe
qui active ce qu'on pourrait appeler comme ça le désir, hein, c'est-à-dire à un moment où je me dis tiens là, bon pour No Pasaran par exemple, donc j'avais tenté ce film quand j'avais 20 ans et puis je l'avais pas fait. Entre-temps, j'avais fait Sur la plage de Belfast et Doulay, et au moment où je finissais le montage de Doulay, j'étais vraiment à la fin du film. J'étais ici à Narbonne, tout près d'ici, et il y avait un petit brocanteur. Et chez ce brocanteur, j'ai vu je regardais des cartes postales, et j'ai vu dans un bac de cartes postales des cartes qui correspondaient au format de ces cartes postales que j'avais empruntées à l'album de mes arrière-grands-parents quand j'étais enfant. C'était des cartes anciennes, mais un peu grandes. Et sur un carton un peu particulier, on le voit un peu bistre, comme ça. Et au moment où j'ai trouvé ces 6 nouvelles cartes postales, là, j'ai su que j'allais faire le film. Et comme par hasard, c'était juste au moment où je finissais Doulay. C'était un peu comme s'il y avait une sorte de relais, et comme si un film fini me jetait dans un autre. Et pour Piet Moget, par exemple, bon, Piet, je sais pas si tout le monde ici le sait, mais Piet, c'est un peintre hollandais qui était venu s'installer ici, tout jeune, avec sa femme, Marie Chalambert, et il s'était installé tout près d'ici, à Sigean, et ils ont peint toute leur vie ici. Et Piet a ouvert un centre d'art contemporain assez important. Toute sa vie, il avait organisé des expositions. Il a été un peu une sorte de, comment dire, de passeur, hein, d'homme du relais pour l'art contemporain, notamment du nord de l'Europe, ici. Et quand j'étais enfant, moi, j'allais voir les expositions qu'il organisait, et c'était toujours un moment fort. Toute ma jeunesse, j'ai été un peu une des éducations, entre guillemets, c'était les expositions qu'il organisait. Si bien qu'un jour, on s'est rencontrés, et à force de se rencontrer comme ça, il y avait l'idée de faire un film. Mais le temps que je sois, moi, que j'ai le courage de faire ce film, etc., il y avait déjà 2 autres films en cours. Et donc, à un moment, je me suis rendu compte que je pourrais pas faire ce film puisqu'il y avait déjà 2 réalisateurs qui faisaient des films, et ces 2 films ont existé, ces 2 films étaient très bien, donc ça a laissé quelques années comme ça, et un jour, Piet m'a dit c'est toi qui devrais faire un film maintenant sur mon travail, parce que tu connais ma peinture depuis toujours, tu l'aimes. Donc c'est lui qui m'a presque convoqué comme ça pour faire ce film. Et donc, j'ai attaqué quelques jours après. Et le film s'appelle Piet Moget un matin, parce que c'est un film tourné en une matinée. C'est-à-dire que tout se passe en une matinée, à l'inverse des films qui avaient été faits, parce que ce qui était compliqué, c'était de pas refaire, là encore, comme pour No Pasaran, de pas refaire le film d'un autre. Quand on fait des films, on tient compte comme ça d'un champ de travail qui a été ouvert par les autres, sur lesquels les autres ont posé des gestes déjà, et il s'agit pas de refaire ce qui a déjà été fait, ou de galvauder d'une certaine façon le travail des autres, etc. Donc, une des manières de faire ce film, c'était, alors qu'un des cinéastes l'avait suivi pendant 1 an, moi je pouvais peut-être faire ce film si je le faisais en une journée, comme ça. Donc ça a duré une matinée. Donc je continue sur André Robillard. Comment ça démarre. Bon, André Robillard, c'est un créateur d'art brut, et non loin de là où habitaient mes parents, une fois montés en région parisienne, à Neuilly-sur-Marne, il y avait un petit musée d'art brut. Donc moi j'allais dans ce petit musée, et ensuite, quand j'avais 20 ans, je commençais à filmer les expositions de ce petit musée. Et je rêvais de faire un film sur l'art brut, parce que ça me plaisait beaucoup. Et je filmais donc les moments de vie
dans ce musée, des moments d'accrochage, des expositions, des moments de décrochage. Et puis la conservatrice de ce musée, c'est une vieille dame qui avait créé ce musée, qui s'appelait Madeleine Lomel, m'envoyait en mission un peu. Elle me disait, ce serait bien que tu ailles chercher telle œuvre chez tel collectionneur, et puis tu pourrais lui rapporter après. Et comme ça, j'ai commencé à être une sorte, pas d'assistant, mais enfin, oui, je faisais des petites choses. Et un jour, en même temps, je filmais, mais ça donnait toujours pas un film, parce que j'avais pas trouvé le départ, quoi, le point de départ. Et un jour, Madeleine m'a dit, il y en a un que vous devriez filmer, c'est André Robillard. Et là, c'est un peu comme quand Piet m'a dit, c'est toi qui devrais faire un film. Là, c'est Madeleine qui m'a dit, il y en a un que vous devriez filmer, c'est André Robillard. Elle m'a donné son contact et je suis allé lui rendre visite. Et on a commencé un film tout de suite, quoi, le premier jour. Alors que moi, j'étais allé le voir avec une caméra vidéo que j'avais empruntée la veille. Je pensais faire un film sur l'art assez classique. C'était au début des années 90. Donc au début des années 90, les films sur l'art, on les tournait en pellicule avec une équipe, un chef opérateur, un ingénieur du son, etc. Et moi, j'avais jamais fait de film documentaire encore. Donc je pensais que j'en passerais comme ça par les codes un peu établis de ce cinéma-là. Et puis j'ai quand même emprunté une caméra vidéo et je suis allé voir André. On s'est rencontrés, j'ai commencé à le filmer, et là je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Que ce que je voulais faire, ce serait pas avec une équipe, avec du matériel lourd, cher, etc. Mais que ce que je ferais, ce serait quelque chose de très léger, comme ça, quitte à prendre le risque que ça marche pas, hein, avec du matériel amateur que je maîtrisais pas très bien d'ailleurs, etc. Et finalement, on a fait un premier court-métrage en 1993. Et puis un deuxième court-métrage 20 ans plus tard, en 2013. Entre-temps, on avait continué à se voir et j'avais continué à le filmer. Et pas avec le projet de faire un film, mais parce que, comme on s'était connus autour de l'idée de faire du cinéma ensemble, ça avait continué comme ça. Peut-être pour pas le décevoir aussi, pour pas arrêter de le filmer, quoi. Et en 2013, voilà, à un moment, je me suis dit, bon, on va faire un nouveau film. Avec tout ce que j'avais collecté avant, et il y avait le musée des Beaux-Arts d'Orléans qui prévoyait une exposition, et le musée des Beaux-Arts d'Orléans m'a dit, bah, si ton film peut être prêt pour l'exposition, voilà, ce serait très bien, etc. Et voilà. Ensuite, j'ai fait un troisième film, en 2018, qui s'appelle André Robillard en compagnie. Et les trois films racontent l'histoire d'André Robillard, mais de manière complémentaire. C'est-à-dire que dans le premier film, par exemple, on ne sait pas du tout que André vit dans un hôpital psychiatrique. Et dans le deuxième film, il nous fait visiter l'hôpital psychiatrique, où il a vécu toute sa vie. Et dans le troisième film, on va ensemble à Saint-Alban, en Lozère, et là, on comprend, par une sorte d'apport historique, comme ça, sur l'histoire de la psychiatrie, on comprend comment toute l'histoire d'André a été possible, comment des psychiatres ont pu s'intéresser à son œuvre, ont pu favoriser sa création, la mettre en avant et lui laisser un espace de création comme ça pendant 70 ans dans un hôpital. Alors avant de voir quelques images de celui-ci, de ce dernier film, peut-être juste nous dire donc on a vu comment naît un film. Est-ce que donc certaines idées sont devenues des projets, mais ne sont pas devenues des films? On le sait, que parfois des questions de production. Est-ce que c'était votre cas? Non, mais en fait, je mets très longtemps pour faire les films. Donc il y a des films qui ne sont pas finis. Bon, il y a un film qui n'était pas fini, c'était le film que j'avais voulu faire sur Auguste Forestier, ce créateur d'art brut qui a vécu à Saint-Alban en Lozère, sur qui Jean Horry a écrit. Et quand La Racine, le petit musée à Neuilly-sur-Marne dont je parlais tout à l'heure, a fait une exposition Auguste Forestier, là j'ai voulu faire un film. Mais j'ai eu beau convoquer des tas de personnages dans cette exposition, je suis pas arrivé à faire revivre Auguste Forestier, qui était décédé depuis longtemps.
Et je suis jamais arrivé à faire ce film. Et finalement, dans le film dont on va voir un extrait, là, dans André Robillard en compagnie, on commence, enfin au début du film pratiquement, on voit des choses que j'avais filmées en 1993 avec André Robillard dans cette exposition. Et à la fin du film, on est au musée de Lausanne où André va présenter son travail pour une grande rétrospective. Et après avoir montré tout son travail, après avoir visité son exposition, il m'emmène voir les œuvres d'Auguste Forestier. Et donc on est comme ça au début du film et à la fin du film. C'est pratiquement comme si j'avais enfin réussi à faire ce film sur Auguste Forestier que j'avais pas réussi à faire. J'ai réussi à le faire avec André dans un film consacré à André. On essaye avec Céline Tost, la monteuse avec qui je travaille. Donc en fait, on travaille très longtemps. Ça prend vraiment longtemps. Tout le processus de tournage, de rencontre dure des années. Petit à petit, le film voit des pistes s'ouvrir comme ça par les rencontres. Et j'essaye d'agencer ces pistes. Là, en bas, par exemple, les 3 photos du bas, ce sont des photos qui sont issues de Nopassaran, du collège René Cassin à Agde. Et le collège René Cassin, c'est l'endroit, enfin c'est ce qu'on a construit sur l'emplacement du camp d'Agde. Et en fait, donc le camp de Jargeau, c'est une ville près d'Orléans où il y a eu un camp d'internement des tziganes, des nomades, au tout début de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin, et même un peu après. Et donc je fais un film là-dessus. Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours été, je pourrais presque dire, fasciné par les tziganes. Il y a toujours eu quelque chose qui m'a appelé vers eux. Et je n'avais jamais trouvé de point de rencontre. Je n'avais jamais, à part discuter avec des gens sur le marché, à part quelques moments de rencontre comme ça, à part les lectures, à part quelques films. Et un jour, j'ai reçu un message du CERCIL, le centre d'études sur les camps d'internement du Loiret, qui annonçait une visite conférence au camp de Jargeau. Mais la date était passée. Donc je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont envoyé cette invitation. Je leur ai téléphoné, ils m'ont dit non, c'est demain. D'ailleurs, si vous voulez venir, venez. Et donc j'y suis allé. Et à la fin de l'après-midi, après la visite conférence, j'ai compris que j'allais faire ce film, que là je vais trouver un point de rencontre. Donc ensuite, je suis allé dans ces lieux de cet ancien camp où il y a également, là c'est un lycée. Et puis, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Alain Domas, qui est responsable d'une union qui représente beaucoup d'associations de tziganes en France. Et avec Alain, on a commencé... Alain m'a dit, mais il y a des moments de commémoration, si tu veux, tu viens avec moi. Et donc, je suis allé avec lui. Et à un moment, j'ai rencontré le personnage qu'on voit au centre, enfin le deuxième en partant de la droite, qui s'appelle Thierry Patrac, qui lui habite à Agde et qui est un personnage de la communauté gitane d'Agde. Et Thierry commençait à faire du théâtre avec Benjamin Baruch-Rossmann. On les voit tous les deux sur la photo à côté. Et Thierry m'a dit, mais si tu veux, si cette histoire t'intéresse, nous, à Agde, on va monter un spectacle. Et donc j'ai décidé de suivre ce spectacle. Et puis, c'est pour ça que je parlais des 3 photos en bas. Tout récemment, donc ce film m'a ramené à Agde, où j'avais tourné une partie de Nopassaran. Et puis, finalement, Thierry Patrac est en train de développer un projet de comédie musicale avec le collège René Cassin, qui lui-même donc est érigé sur les lieux de l'ancien camp d'Agde. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que je reviens en fait, un film me ramène à un autre, un peu comme
No Passarad m'avait permis de commencer Le Temps des Amoureuses, et dans Le Temps des Amoureuses, on raconte l'histoire d'Hilaire, et dont la famille est issue de cette immigration espagnole au moment de la retirade. Voilà, ça s'enchaîne comme ça, quoi. Ça s'enchaîne à partir de points de départ fragiles, et au gré des rencontres. Une partie du travail, c'est de reconnaître les pistes qui vont être les bonnes. Et les pistes qui vont être les bonnes, ça va pas forcément être celles qui sont les plus significatives en termes de l'histoire, mais ça va être celles qui vont être les plus significatives en termes de ma rencontre avec les personnages et de comment je vais pouvoir faire moi-même mon propre chemin dans cette histoire. Bon, merci de m'avoir signalé naturellement que qu'aujourd'hui vous retourniez dans ce collège, ce qui m'a permis de récupérer ces photogrammes. Ouais. Naturellement, je ne m'en doutais pas, mais c'était une manière aussi de les commenter. Et où en est le film aujourd'hui? Dans quelle étape vous êtes? Je commence un peu la production. C'est-à-dire que j'ai eu une aide à l'écriture il y a 3 ans, une aide au développement, et là maintenant je dépose des dossiers pour l'aide à la production. C'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai fait plein de petits voyages. Il y a 15 jours, j'étais à Toulouse avec Thierry qui présentait sa forme de spectacle à l'Université du Mirail. Donc je suis comme ça, et à un moment, il y a assez de choses pour commencer à les raconter. Mais ce moment, je peux pas tricher avec, quoi. C'est-à-dire que ça peut prendre des années. Et à un moment, je me dis, tiens, là, peut-être parce que j'ai peur que ça m'échappe aussi. C'est-à-dire qu'il y a une fragilité avant, parce qu'avant, il y a peut-être pas assez. Et puis, il y a une fragilité à un moment, parce que ça pourrait aller trop loin. Je pourrais oublier ce qui s'est passé. Donc, il faut se mettre à raconter. Il y a une sorte d'instant T, comme ça, qui est le moment du récit. Bon, et là, j'en suis à peu près là.